Bonjour, j'aimerais vous parler de l'approche actionnelle. Alors l'approche actionnelle, c'est l'approche qui a été retenue dans le cadre européen commun de référence pour les langues, qui est un document qui a été rédigé par la Commission européenne, donc par l'Union européenne, et qui est sorti en 2001. Les dates sont importantes parce qu'on voit que dès 2005, donc peu de temps après, la France a adopté ce cadre européen commun de référence pour les langues comme étant le fondement de l'enseignement des langues dans notre pays. C'est-à-dire que ce n'est pas simplement quelque chose qui se rajoute à quelque chose d'existant, mais c'est tous les programmes scolaires de toutes les institutions en France, l'éducation nationale, le secteur privé évidemment, et toutes les autres institutions qui vont euh, adopter le CECRL comme étant le fondement, c'est-à-dire les programmes vont s'adosser au CECRL, c'est le terme qui est utilisé. Donc le CECRL, c'est vraiment le fondement fondamental. Qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, ça veut dire que on va complètement, en 2005, reconsidérer notre approche de l'enseignement et de l'apprentissage des langues en France, hein, et dans les autres pays sans doute aussi, pour ceux qui n'étaient pas dans cette optique d'approche actionnelle. En France, c'était le cas, et dans une certaine mesure, ça l'est toujours, malheureusement. Mais il faut bien comprendre que ce CECRL est vraiment une nouvelle façon de concevoir l'enseignement et l'apprentissage des langues par rapport à ce qui se faisait avant, de manière officielle. Juste pour donner un exemple très simple, quand j'ai commencé à enseigner il y a une quinzaine d'années, ou il y a une vingtaine d'années en réalité, puisque le CECRL c'est depuis 2005, donc ça fait 18 ans. Donc j'ai commencé, le tout premier, j'ai commencé c'était à 20 ans, et on avait les paliers. Des paliers et le programme consistait en une liste d'items grammaticaux qu'il fallait faire avec les élèves à un certain moment. Et tout était d'un point de vue grammatical. On faisait le présent, le passé, les modaux, les articles, pas dans cet ordre, mais voilà, on faisait chaque élément grammatical en fonction du programme qui était établi en termes de chronologie. Bon. En 2005, on oublie l'approche grammaticale et officiellement en tout cas, je ne dis pas dans la réalité, mais en tout cas officiellement dans les textes, on oublie cette approche grammaticale et on rentre dans une nouvelle ère, dans une manière complètement différente de voir les choses, c'est-à-dire l'approche actionnelle. Juste un petit mot par rapport à ça. Évidemment, c'est pas évident pour beaucoup de gens de changer de philosophie de manière aussi radicale. C'est pour ça qu'on voit encore aujourd'hui beaucoup de pratiques sur le terrain qui sont axées sur la grammaire et qui ont cette ancienne manière de faire encore, avant le CECRL, où on rentrait dans la langue par la grammaire, et souvent on y restait par la grammaire d'ailleurs. Hein, moi, quand j'étais au collège, par exemple, on faisait que de la grammaire. On n'avait pas il n'y avait pas de contexte social. On y reviendra. Et donc, c'est très difficile pour des gens qui ont fait une formation ou qui ont une certaine expérience parfois considérable dans un domaine et qui, tout d'un coup, on leur demande de changer complètement de philosophie et de pratique. C'est très difficile. Et il y a aussi la culture. Même les gens qui arrivent après dans le métier ont encore une culture, de par leur entourage peut-être, hein, des gens de leur famille ou simplement de l'influence de leurs collègues. Donc les choses mettent énormément de temps à se mettre en place quand il y a une révolution comme ça aussi profonde. Hein, ça me fait penser parfois dans les années, je crois que c'est dans les années 70, il y avait, ou même, je ne sais plus, dans les années 60, où il y avait les maths classiques et les maths modernes. Bon, moi, c'est pas de mon temps, mais j'imagine que c'était un petit peu la même chose. Il y avait des gens qui ne pouvaient pas concevoir, des professeurs de mathématiques qui ne pouvaient pas concevoir une nouvelle façon de faire de maths moderne qui était complètement différente de ce qu'ils connaissaient d'avant. Donc, voilà. Donc là, c'est un petit peu la même chose. On est dans une révolution totale et un changement complet de la perception qu'on a et de l'approche qu'on a de l'enseignement des langues. Voilà. Alors, cette approche qui est retenue dans le CECRL,
Ça s'appelle l'approche actionnelle. Une chose qui est extrêmement importante à comprendre, c'est que le CECRL insiste bien, dès le départ, sur le fait que ce n'est pas un document prescriptif. C'est-à-dire que on n'est pas, le CECRL n'impose pas aux enseignants et aux concepteurs des programmes de faire quelque chose de précis. Ce n'est pas un programme dans le sens des directives qui seraient imposées par l'Union européenne. Absolument pas. Le CECRL reste évidemment ouvert à toutes les pratiques et toutes les méthodologies qu'on peut à la limite imaginer. À ceci près qu'il y a quand même un minimum, un cadre. C'est pour ça que ça s'appelle le cadre. Il y a un cadre. Bon, ce cadre, il ne sort pas du chapeau. Et ça, c'est un autre élément qui est extrêmement important à comprendre, c'est que l'Union européenne n'a pas inventé l'approche actionnelle. L'approche actionnelle, ce n'est pas quelque chose qui a été inventé par l'Union européenne, qui sort du chapeau par des députés européens ou des spécialistes de l'Union européenne qui se seraient réveillés un matin et dit « Ah bah tiens, on va faire ça pour toute l'Europe, etc. » Non. Le cadre européen commun de référence pour les langues se base sur une bibliographie, d'ailleurs elle est très riche. Pour chaque chapitre, il y a une bibliographie de plusieurs pages qui est extrêmement intéressante pour ceux qui s'intéressent un petit peu à la pédagogie et à la didactique, de travaux qui s'étalent sur, on peut dire, à peu près une cinquantaine d'années. Moi, je mettrais ça même avant, même au début du XXe siècle, on pourra en reparler, mais on peut dire que sur une cinquantaine d'années, il y a vraiment eu des progrès considérables en matière d'enseignement et de pédagogie, de didactique. On appelle ça la didactique des langues, la manière dont on enseigne les langues, la manière dont on apprend les langues. Et il y a eu des progrès considérables dans ce domaine-là ces 50 dernières années, et le CECRL se base sur ces écrits et sur ces études scientifiques. Là, on parle de choses qu'on ne peut pas remettre en question. Hein. C'est comme Copernic ou Galilée. Enfin, je veux dire, on peut pas remettre en question le fait que la Terre est ronde, hein, même s'il y en a qui le font, mais c'est pas possible pour les gens sensés. Donc là aussi, donc l'approche actionnelle, elle se base sur quelque chose qui est éminemment scientifique et vérifié et accepté par tout le monde. Tous les gens sérieux qui s'intéressent à la didactique des langues. Ça, c'est quelque chose de très important, parce que pendant longtemps, on entendait que c'est l'Union européenne qui veut imposer quelque chose, etc. Ce n'est absolument pas le cas. Il faut bien comprendre que ça se base sur, encore une fois, 50 années à peu près de recherche. L'approche actionnelle, qu'est-ce que c'est ? L'approche actionnelle, ce n'est pas une manière d'évaluer les élèves. Hein, on y reviendra. Mais c'est une manière d'aborder l'enseignement qui n'est pas, comme on le disait tout à l'heure, basé sur la grammaire et sur les régularités, c'est ça la grammaire, hein, c'est une liste de régularités qu'on observe dans une langue en question. Donc on ne va pas concevoir la langue et l'approche et l'enseignement de la langue comme ça. On va concevoir l'enseignement de la langue par une approche culturelle, spécifiquement culturelle. C'est-à-dire qu'on ne peut pas concevoir une langue en dehors du contexte social. C'est le terme qui est évoqué, qui est cité et qui est utilisé dans le CECRL. Le contexte social. C'est-à-dire qu'une langue ne peut pas exister en dehors de la culture dans laquelle on parle cette langue, ou des cultures dans lesquelles on parle une langue, ou les variétés d'une langue. D'accord ? Donc ça, c'est fondamental. Un exemple très simple. L'espéranto, par exemple, était une langue qui a été inventée, alors je ne sais plus à quel siècle, pour une langue complètement artificielle qui avait été inventée pour permettre aux gens, aux Européens notamment, de communiquer entre eux. Donc on a dit, on va inventer une langue que tout le monde va apprendre, qui va être assez facile à apprendre, parce qu'on va intégrer des choses de différentes langues qu'on connaît, hein, les langues latines, les langues germaniques, les langues
indo-européenne en manière générale, et on va demander aux gens d'apprendre cette langue pour être en mesure de communiquer les uns avec les autres. Parce qu'on ne l'a pas trop évoqué ici pour l'instant, mais le CECRL part sur des bases politiques, dans le sens où le CECRL, la motivation première du CECRL, c'est la construction européenne. Donc on veut faciliter les échanges, la mobilité et la communication entre les peuples. Alors au lieu d'imposer une langue comme l'espéranto, à l'époque, eh ben, on va développer et on va faire le CECRL pour permettre aux gens d'apprendre des langues étrangères. Donc pour revenir à l'espéranto, c'est une langue qui n'a jamais fonctionné. Personne ne parle l'espéranto. Alors on peut l'apprendre, hein. Bon, c'est une langue un peu barbare, hein, mais on peut l'apprendre. Mais personne ne parle sérieusement l'espéranto. Pourquoi on aurait pu dire, ah bah tiens, on va apprendre une langue facile, parce que l'espéranto c'est relativement simple, c'est assez sympathique, mais ça n'a jamais fonctionné. Pourquoi? Eh bien parce que l'espéranto est une langue complètement artificielle, c'est-à-dire qu'elle n'a pas de culture. C'est une langue qui n'a pas d'histoire, c'est une langue qui n'a pas d'identité culturelle et sociale. C'est pour ça que cette langue ne peut pas fonctionner. Pour qu'une langue fonctionne, il faut qu'elle ait une identité culturelle et sociale. L'anglais, par exemple, est la langue lingua franca, comme on dit, c'est-à-dire la langue un peu mondiale, en tout cas qui est utilisée dans le monde de la science, dans le monde du business, dans le monde en général. Quand deux personnes qui ne parlent pas la même langue se rencontrent, eh ben on parle anglais. Bon. Même si ce n'est pas leur langue natale, ni à l'un ni à l'autre. Mais l'anglais, c'est la langue un petit peu, le vecteur un petit peu international par lequel on va pouvoir essayer de communiquer. Bon. Mais l'anglais, c'est une langue qui est très difficile. C'est pas du tout la langue la plus facile. L'anglais, c'est une langue opaque, avec des gros problèmes de relations et de correspondance entre les sons et les lettres, enfin les graphèmes et les phonèmes, hein, la manière dont on écrit les sons, c'est très compliqué. L'italien ou l'espagnol aurait été beaucoup plus facile à maîtriser et serait, en tant qu'angliciste, je le dis, c'est pas une compétition, seraient des langues beaucoup plus adaptées à l'échange mondial et beaucoup plus faciles à apprendre. Pourtant, c'est l'anglais qui a pris le dessus, pour l'instant, hein, encore quand même, qui a pris le dessus et qui est la langue internationale, on peut dire. Pourquoi? C'est pas pour des raisons linguistiques, certainement pas. C'est pour des raisons politiques et pour des raisons de culture et d'influence culturelle. Voilà. Et donc, c'est le statut culturel d'une langue, c'est-à-dire de ceux qui parlent cette langue, d'accord, qui va supplanter de loin, de très loin, les propriétés purement linguistiques d'une langue. Donc ça, c'est quelque chose d'extrêmement important à comprendre. Donc, la grosse différence, le progrès majeur qui a été fait à partir de 2005, c'est d'inscrire dans les textes officiels de l'institution et des institutions éducatives ce cadre européen qui est le fondement, d'accord, de tous les programmes. Tous les programmes s'adossent à ce cadre européen qui devient la base de tout ce qu'on fait dans notre métier d'enseignant de langue. Ce CECRL, il préconise justement une approche actionnelle, c'est-à-dire où la langue n'est conçue et n'est concevable qu'à partir d'une culture donnée et qu'à partir d'un contexte social. Voilà. Donc c'est écrit à différents endroits du CECRL, notamment alors, le chapitre 2 du CECRL, qui commence page 15, dit très clairement, hein, on peut le lire, la perspective privilégiée est très générale, de type actionnel, en ce qu'elle considère avant tout l'usager et l'apprenant d'une langue comme des acteurs sociaux ayant à accomplir des tâches. Voilà, page 15 du CECRL. On ne conçoit pas les apprenants comme des répétiteurs, comme des perroquets, hein, qui répéteraient simplement des mots qui ont été et qui devraient respecter des règles grammaticales. On va y revenir. Mais on va considérer les apprenants comme étant des acteurs sociaux, c'est-à-dire des personnes à part entière, avec leur personnalité, avec leur culture,
et qui doivent eux-mêmes s'adapter à une culture, et des aspects en tout cas, d'une ou plusieurs cultures, de la langue dans laquelle ils sont. Donc c'est l'aspect culturel qui va prendre le pas, si vous voulez, sur l'aspect purement grammatical. Alors, juste une petite parenthèse sur la définition des mots et le sens des mots, qui est extrêmement important. En français, on parle de linguistique. La linguistique, c'est en général la grammaire, éventuellement la phonologie, la phonétique, on peut parler de prosodie, la musicalité de la langue, la syntaxe, tout ce qui est en rapport avec le fonctionnement de la langue en dehors, je dirais, du contexte social. Bon. Ça, c'est plutôt l'aspect, la définition ou le sens du terme linguistique en français. Quand on a une épreuve de linguistique dans un concours, par exemple, eh ben, en général, c'est une épreuve de grammaire. Bon. Alors attention, en anglais, dans le monde anglophone, linguistics, ça ne veut pas dire la même chose. C'est-à-dire, linguistics, c'est vraiment un terme générique qui inclut tout un tas de domaines qui sont liés à l'étude du langage. Pas d'une langue en particulier, mais du langage. Donc il peut y avoir, évidemment la grammaire, ça existe, tout ce qu'on a dit, la syntaxe, etc. Mais il y a aussi la psycholinguistique. Alors en France, il y en a un petit peu, c'est plutôt, ça s'approche plutôt de la médecine et de l'anatomie, mais dans le monde anglophone, il y a tout un domaine de recherche là-dedans qui est dédié au fonctionnement de la langue dans le cerveau, par exemple. Hein, alors c'est à mi-chemin, c'est très lié aussi à la neurologie, mais c'est un domaine de recherche qui est spécifique, qui s'appelle la neurolinguistique, ça existe aussi, et la psycholinguistique. Bon. Alors il y a la Second Language Acquisition, SLA, qui est un autre domaine de recherche qui est lié, hein, évidemment, mais qui est spécifique là aussi, dans le sens où c'est l'acquisition d'une seconde langue, comme son nom l'indique, et qui est dédié et qui se consacre à l'étude du fonctionnement de comment on acquiert une langue seconde, une langue étrangère. Bon. Et là, il y a toute une littérature considérable sur ce sujet en anglais. Parce qu'en français, c'est beaucoup plus restreint. Donc, pour quelqu'un qui ne maîtrise pas l'anglais et qui n'a pas accès à la langue scientifique et à cette littérature anglophone, c'est plus compliqué. Alors il y a eu des traductions quand même, hein, il y a pas mal de choses qui ont été traduites, mais pas tout. Il y a des choses quand même assez fondamentales qui n'ont pas encore été traduites. Donc il faut bien comprendre que quand on parle de linguistics, on parle de tout un tas de choses différentes. Et un domaine qui est fondamental pour comprendre le CECRL, c'est le domaine de la sociolinguistique, qui est encore un domaine un peu particulier, mais qui est, à mon sens, le domaine qui a pris le plus d'importance finalement. Il y a un grand chercheur qui s'appelle William Labov qui avait dit que lui, en tant que linguiste, ne considère pas la linguistique autrement que par la société. Donc le terme sociolinguistique pour lui n'avait pas de sens puisque la langue est dans tous les cas quelque chose de social. Donc et de sociétal. Donc pour lui, le terme sociolinguistique n'existe pas. C'est la linguistique. Pour lui, c'était la linguistique. Et William Labov, c'est fondamental. Donc cette sociolinguistique, c'est l'antithèse un petit peu, si vous voulez, de l'approche grammaticale. C'est-à-dire que on observe la langue, pas en tant que suivant des règles canoniques ou des régularités qu'on peut classer et dont on peut faire une nomenclature comme ça, mais on observe la langue dans des cadres réels, dans des cadres authentiques de l'utilisation de la langue. Bon. La sociolinguistique. Le CECRL, il a souvent été considéré par les premiers, quand c'est sorti, les premiers lecteurs y ont vu souvent une manière d'évaluer les élèves. Parce que dans le CECRL, il y a une partie du livre qui n'est pas si considérable que ça quand on y regarde bien, parce qu'il y a beaucoup d'autres choses aussi. Mais il y a plusieurs pages qui sont considérées, qui sont consacrées, aux tableaux, à des tableaux
qu'on appelle des descripteurs de référence. Les mots ici encore sont extrêmement importants. Ces tableaux de descripteurs de référence ont souvent été confondus au début avec des tableaux, des grilles d'évaluation. Ce ne sont pas des grilles d'évaluation en tant que telles. D'accord ? Ces descripteurs de référence sont, comme son nom l'indique, des descripteurs des compétences et des niveaux de compétences des élèves. Alors il se trouve que ces descripteurs ont été, à juste titre, sont maintenant utilisés dans l'éducation nationale, notamment dans le cadre du contrôle continu, mais c'était déjà le cas avant, pour évaluer les élèves. Donc on reprend à peu de choses près ce qu'il y a dans le CECRL, pour en faire une correspondance, pour donner une correspondance avec une note chiffrée, puisqu'en France on fonctionne avec des notes chiffrées, ce qui n'est pas le cas dans tous les autres pays. Dans beaucoup d'autres pays, on n'a plus de notes chiffrées. Mais en France, on est encore très attaché à la note chiffrée, ce qui est un débat encore extrêmement important qu'il faut avoir et qu'il faut considérer. Donc on fait une relation directe entre les descripteurs de référence, ou en tout cas les niveaux de compétences des élèves, et une note qu'on va mettre sur 20. Et c'est très intéressant justement de voir un petit peu à quoi ça correspond tout ça. Alors, avant de voir les grilles d'évaluation, on va voir déjà les descripteurs de référence. Qu'est-ce que ça veut dire les descripteurs de référence ? Eh bien, c'est partagé en 6, alors maintenant 7 niveaux de compétences. Le niveau A1, A2, je reviendrai sur le niveau pré-A1, mais A1, A2, c'est le niveau d'utilisateur élémentaire. Utilisateur élémentaire, c'est extrêmement important. Les mots sont extrêmement importants. B1, B2, c'est utilisateur indépendant. Et le niveau C1, C2, c'est utilisateur confirmé. J'insiste sur le terme utilisateur, parce que dans le CECRL, on ne part pas du principe qu'on apprend des concepts et des théories. Le but n'est pas de connaître des choses sur la langue. Le but, c'est d'utiliser la langue. Voilà. Quand on regarde un petit peu le niveau A1, A2, c'est un niveau élémentaire où l'élève ou l'apprenant va être en mesure de dire des phrases toutes faites, de se baragouiner un petit peu quelque chose dans des situations qui sont prévues. C'est ce qui est marqué. Possède un répertoire de langue élémentaire, là c'est A2, qui lui permet de se débrouiller dans des situations courantes au contenu prévisible. D'accord ? Bien qu'il lui faille généralement chercher ses mots et trouver un compromis par rapport à ses intentions de communication. Donc c'est assez limité quand même. A2, est-ce qu'on peut envisager de survivre dans un milieu authentique, c'est-à-dire natif ? Est-ce qu'on peut aller en Angleterre ou aux États-Unis avec un niveau A2 et espérer survivre de manière prolongée alors survivre c'est un grand mot, mais est-ce que c'est pertinent dans la réalité des exigences de communication ? Ça me paraît très limité. Donc A2, c'est vraiment utilisateur élémentaire. Pour moi, alors après c'est une question peut-être d'interprétation, mais je pense que ça reste quand même très dans un domaine prévisible, c'est-à-dire dans un domaine quand même relativement scolaire. On peut éventuellement demander son chemin à quelqu'un. On peut éventuellement commander un repas au restaurant. Mais ça s'arrête à peu près là. C'est-à-dire que ce sont des termes, des phrases toutes faites où on va pouvoir baragouiner quelque chose dans le cadre du tourisme ou d'un séjour vraiment très, très restreint et où il ne faut pas trop être faut vraiment dans des situations extrêmement prévisibles, comme c'est écrit. Alors, le niveau de compétence qui est le plus important de loin, et il y a une marche il y a comment dire en anglais, stretch, c'est-à-dire vraiment une différence entre le niveau A2 et le niveau B1, puisque le niveau B1, B2 correspond à l'utilisateur indépendant. Et ça, c'est le plus important. Nous, en tant qu'enseignants, que ce soit au primaire, que ce soit au collège, que ce soit au lycée, nous devons, à mon avis, tous avoir en tête, en tant qu'enseignants, le niveau B1, B2, d'utilisateur indépendant. Pour moi, on peut difficilement se contenter de A1.
ou de A2. A1, c'est vraiment... A1, c'est possède un choix élémentaire d'expression simple pour des informations sur soi et des besoins de type courant. Donc là, on ne parle pas vraiment d'être capable de se débrouiller dans un domaine, dans un contexte authentique. Par contre, B1, B2, là, on est dans une compétence d'utilisateur, encore une fois d'utilisateur de la langue, indépendant, ça veut dire qu'on va être capable de dire des choses, pas qui n'ont été répétées ou on ne demande pas de répéter des choses, ou de dire des phrases toutes faites, mais on va demander de convaincre, on va demander d'avoir un point de vue, on va demander aux élèves de présenter quelque chose de personnel, ou de dire quelque chose de personnel, quelque chose voilà, utilisateur indépendant. Et c'est ça le plus important. Quand on regarde B2 par exemple, peut s'exprimer clairement et sans donner l'impression d'avoir à restreindre ce qu'il ou elle souhaite dire. Donc ça c'est le B2, clairement. On a le droit de faire des erreurs. Hein. On verra dans les grilles d'évaluation, il y a écrit que les élèves peuvent faire des erreurs. À partir du moment où on s'exprime clairement et on comprend en gros ce que vous voulez dire. Alors justement, là on est dans un paradoxe un petit peu, ou un antagonisme extrêmement fort avec l'ancienne manière de voir les choses, où on n'avait pas le droit de faire d'erreurs, et surtout de grammaire. Bon. Ici, est-ce que c'est catastrophique si on se trompe de verbe irrégulier, ou si on oublie un S au pluriel, ou si on se trompe d'article? C'est pas dramatique là. Hein, voilà. Donc parce que le but n'est pas de bien parler la langue d'un point de vue grammatical. Le but, c'est de communiquer quelque chose et d'être capable de se faire comprendre. Et ça, c'est le but ultime de l'école obligatoire. À la sortie du lycée, on est censé s'exprimer clairement sans donner l'impression d'avoir à restreindre ce qu'on veut dire. On parle anglais. Alors, on a un accent, c'est pas grave. On fait des erreurs de grammaire, c'est pas très grave. À partir du moment où on comprend ce que vous voulez dire. Bon. Des erreurs de prononciation, c'est pas très grave. À partir du moment où on comprend ce que vous voulez dire. Alors, la prononciation, c'est important. Tout est important. Évidemment, nous, en tant qu'enseignants, on va reprendre les élèves, on va leur faire la remarque, tiens, là, il faut mettre tel verbe, ou là, il faut mettre un S, ou là, il faut utiliser tel article, etc. Mais, ou tel auxiliaire modal, ou ce que vous voulez. Mais dans l'absolu et dans l'évaluation des élèves, on ne va pas prendre ça en considération en dehors du fait qu'ils ont exprimé quelque chose de personnel et quelque chose de clair et quelque chose qui peut qu'ils peuvent exprimer par rapport à leur propre opinion, leur propre point de vue. Dans les grilles d'évaluation, justement, du bulletin officiel, hein, les fameuses grilles d'évaluation, eh ben, il y a écrit, par exemple, les erreurs de langue ne donnent pas lieu à un malentendu. D'accord? Les erreurs de langue ne donnent pas lieu à malentendu. Ça veut dire qu'on a le droit de faire des erreurs. Et là, on a 20. Donc, il faut bien comprendre que c'est une façon de voir les choses qui est très différente de celle qu'on avait avant. On n'avait pas le droit de faire des erreurs. Quand on faisait des erreurs, on avait un point en moins, ou un demi-point, un quart de point. Et on était puni à chaque fois qu'on faisait une erreur. Aujourd'hui, c'est plus le cas. On a le droit de faire des erreurs à condition que ce qu'on dit soit intelligible. On voit aussi dans les grilles d'évaluation, qui sont très importantes, peut développer un point de vue pertinent. Donc ce qui est important, c'est pas tant la justesse de la langue d'un point de vue grammatical, mais c'est de dire quelque chose de personnel, un point de vue pertinent. On cherche à argumenter, à convaincre. Les élèves doivent avoir une personnalité ou doivent montrer qu'ils ont quelque chose à dire de personnel. C'est être capable de relancer la discussion. En d'autres termes, de communiquer. Voilà. Donc ça, c'est une manière de voir les choses qui est très différente de celle d'avant le CECRL, où on demandait aux élèves de suivre une nomenclature, si vous voulez, ou de suivre un modèle précis qui était exposé par le professeur, et on leur demandait de ne pas déroger à ce modèle. Hein, il y avait
la notion de locuteur idéal. Le locuteur idéal qui n'existe pas dans la vraie vie, hein, mais qui consistait à ne pas faire de faute de grammaire, surtout, et à parler d'une certaine manière qui correspondait à une vision, faut bien le dire, un peu fantasmée, hein, de la réalité d'un locuteur idéal. Bon, encore une fois, qui n'existe pas dans la vraie vie. Ici, on a abandonné depuis 2005 l'idée d'un locuteur idéal. On n'est plus un locuteur idéal, on est un locuteur indépendant, un utilisateur indépendant de la langue. Voilà. Alors, comment est-ce qu'on met ça en pratique concrètement dans la salle de classe? Eh bien, on va demander aux élèves et aux apprenants de produire quelque chose qui soit personnel, dans le cadre de ce qui est proposé par le professeur. Évidemment, les séquences, on ne demande pas comme ça d'emblée de produire quelque chose. On va préparer les élèves par des documents authentiques. Et ça, c'est un élément qui est extrêmement important, les documents authentiques. Dans le temps, quand j'étais moi élève, on avait des manuels avec des bandes dessinées, avec des dessins de personnages qui dialoguaient entre eux, et il n'y avait pas l'ombre du début d'une photo, et encore moins d'une vidéo, ou même d'un audio authentique de la vraie vie. Alors ça, c'était dans l'ancien temps, où on n'avait pas l'internet, et où les éditeurs, encore aujourd'hui, doivent avoir des droits d'auteur pour utiliser des documents et des photos et des vidéos. Donc on était dans un contexte purement, alors on dit parfois didactisé, c'est-à-dire des documents qui étaient fabriqués complètement par les auteurs des manuels. Ou les professeurs qui fabriquaient un document. Bon. Aujourd'hui, on est dans une logique d'authenticité des documents qu'on utilise en classe. Et on ne touche pas aux documents authentiques. Un texte qui est de la BBC ou de Washington Post, on va le prendre tel quel. D'accord ? On ne va pas changer des mots parce qu'ils sont trop compliqués. Non, on va le laisser. Bon. Parce que le but n'est pas de comprendre chaque mot. Le but n'est pas de comprendre chaque phrase ou chaque subtilité du texte. Le but n'est pas d'essorer, comme on disait dans le temps, on essore le texte. Bon. Ça, c'est fini. Le but n'est pas d'essorer le texte ou de comprendre toutes les subtilités du texte. Non. Le but, c'est de prendre des informations, de se familiariser avec la thématique qui est abordée, de voir des mots nouveaux. On peut faire tout ce qu'on veut. On peut faire faire des analyses grammaticales dans une mesure pas trop non plus. Faut pas que ça prenne trop le dessus, mais on peut tout imaginer. Mais le but ultime, c'est d'être capable d'utiliser ce document dans le projet final qui va être proposé aux élèves. Je donne un exemple très simple. Dans le cadre d'une séquence que je fais, qui est très simple, qu'on peut faire au collège, même à l'école primaire, où je demande aux élèves, on peut demander aux élèves d'inventer le design de leur propre d'un t-shirt. Donc on peut leur la tâche finale, comme on dit, la macro-tâche, ça pourrait être que les élèves inventent leur propre t-shirt avec un slogan, en anglais évidemment, ou dans la langue cible, et de présenter ce t-shirt à la classe dans la langue cible, en disant à qui ça s'adresse, pourquoi on a été inspiré par qu'est-ce qui nous a inspiré, où est-ce qu'on peut trouver ce t-shirt, dans quel pays, le prix, la qualité éventuellement du textile, enfin on peut tout imaginer, en fonction des niveaux des élèves. C'est pour ça qu'on peut le faire à un niveau très, 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 très élémentaire. Le but étant que les élèves produisent quelque chose de personnel. Donc ça, c'est la tâche finale. En amont, on va familiariser les élèves avec des exemples de t-shirts. Par exemple, moi, je propose aux élèves Keep calm and carry on. Donc je montre des photos de t-shirts avec marqué Keep calm and quelque chose. Bon. Et on peut proposer aux élèves peut-être de l'école primaire, on peut leur proposer d'inventer Keep calm and et un autre verbe. Vous voyez, pour compléter à leur sauce ce qu'ils peuvent mettre, de leur proposer
des options, si vraiment il... Donc on peut jouer justement sur la créativité justement des élèves d'emblée, même à l'école primaire. On peut leur proposer de jouer sur leur créativité. S'ils ne connaissent pas des mots, eh ben, ils sont là pour apprendre justement. On est là pour leur dire, ah ben, tu as envie de dire ça, eh ben, je te donne le mot qu'il faut et tu me fais une phrase. Donc, ou un slogan de t-shirt. Après le keep calm and carry on, ou keep calm and quelque chose, on peut envisager de faire une vidéo. Alors moi j'ai une vidéo de Brett Galloway qui est un YouTuber qui est designer de t-shirts. Donc lui c'est son travail, hein, c'est ce qu'il présente en tout cas dans sa vidéo. Il est designer de t-shirts, donc il design des t-shirts. Et là on va pouvoir faire une compréhension orale tout à fait classique, avec des questions, et on demande aux élèves, voilà, qu'est-ce qu'il dit ce monsieur Brett Galloway. Ce qui est important, c'est alors ce qu'il dit, de comprendre ce qu'il dit, évidemment. On va leur donner l'occasion peut-être aussi de réécouter plusieurs fois à leur rythme, sur leur téléphone portable éventuellement en classe, à leur rythme, pour essayer de répondre aux questions et essayer de bien comprendre ce qu'il dit. Chacun à son rythme. Mais c'est aussi l'importance de cet exercice est aussi culturelle. C'est-à-dire que Brett Galloway, c'est quelqu'un qui est un anglophone et qui a une vision peut-être de la réalité et spécifique, comme dans n'importe quelle culture. Et donc ça va nous permettre de plonger dans la culture authentique, puisque Brett Galloway, ou la vidéo que je propose, n'a pas été faite pour des apprenants. Elle a été faite pour tout le monde en ligne, pour des anglophones. Donc on va se mettre tout de suite dans la peau de la réalité authentique, si je puis dire, pléonasme un peu, mais de la réalité du contexte social précisément dans lequel les élèves doivent évoluer. C'est une sorte finalement d'immersion un peu artificielle, ou en tout cas dans la salle de classe. D'ailleurs, c'est assez rigolo parce que dans le temps on disait la meilleure façon... alors on faisait beaucoup de grammaire à l'école et on disait en même temps la meilleure façon d'apprendre une langue c'est d'aller dans le pays et d'apprendre la langue dans le pays. Donc il y avait ces deux finalement presque contradictions d'une certaine manière. D'un côté à l'école on fait pratiquement que de la grammaire pour ainsi dire, ça c'était dans le temps. Hein. Et en même temps on disait oui mais bon la meilleure façon d'apprendre une langue c'est quand même d'aller dans le pays et puis donc justement l'idée c'est d'apporter l'authenticité autant que possible dans la salle de classe. Hein, parce qu'on n'a pas forcément les moyens, tout le monde, d'aller. Moi, personnellement, je n'avais pas les moyens d'aller en Angleterre ou dans un pays anglophone, dans un pays étranger quand j'étais plus jeune. Donc, c'est une manière justement d'intégrer l'authenticité de l'immersion dans un cadre qui serait contrôlé. Faut savoir que l'immersion ne fonctionne pas pour tout le monde. C'est-à-dire qu'il y a des études là qui ont été faites, qui sont très intéressantes, sur justement cette idée qu'on a, il suffit d'aller dans un pays, puis d'apprendre la langue, et puis tu es dans le grand bain, et puis voilà, tu te débrouilles. Mais ça ne marche pas pour tout le monde. Il y a des gens qui restent pendant des années dans un pays, et puis qui n'apprennent jamais la langue, parce que ils n'ont pas ils ont besoin justement d'être dans un contexte plus contrôlé, parce qu'ils sont intimidés, et donc la salle de classe, le contexte de la salle de classe est, à mon sens, le contexte idéal finalement pour apprendre une langue, à condition qu'on intègre le plus possible justement de l'authenticité dans la salle de classe, l'authenticité du contexte social et culturel. À partir du moment où on fait dans la salle de classe du contexte social et culturel, eh ben on a le meilleur des deux mondes. On a le meilleur du monde de l'immersion, dans le sens où on est en contact avec la réalité authentique et sociétale du pays, et des pays dans lesquels on parle cette langue. Et d'un autre côté, on a aussi le droit de se tromper. On a aussi le cadre contrôlé, rassurant, si vous voulez, de la salle de classe où on expérimente. Voilà. Et donc là, j'en viens à une notion extrêmement importante, surtout dans notre pays, je pense en France, où on a tendance à évaluer les élèves de manière punitive. Hein. L'évaluation, c'est souvent une punition. On est rarement, quand j'étais élève, moi-même, en France, j'étais pas très content quand il y avait une interro ou une évaluation. Et c'est encore le cas aujourd'hui, on n'est pas très... En général, les élèves, ouais, une évaluation et un contrôle, on n'est pas content. Bon. C'est pas quelque chose qui est très agréable en général. Et ben, dans le CSRL, on essaye en tout cas de bien comprendre, et c'est pour ça qu'on parle de descriptif
de descripteurs de référence, parce que le but n'est pas de sanctionner les élèves quand ils font des erreurs. D'accord? Dans le volume complémentaire du CECRL qui est sorti en 2018, on parle de remédiation, on parle d'auto-évaluation. C'est-à-dire, on essaye d'accompagner les élèves dans leur exploration de la langue et dans leur expérimentation de la langue, sans nécessairement que ce soit pris comme une sanction. D'accord? On peut envisager, par exemple, de faire refaire le même travail aux élèves et de changer la note en fonction du travail qu'ils auront fourni pour améliorer leur travail. Vous voyez? Et c'est la différence entre l'évaluation sommative et l'évaluation formative. L'évaluation sommative, c'est une évaluation sur laquelle on ne peut plus revenir. C'est un contrôle. C'est-à-dire on répond à des questions, on fait une tâche, enfin une tâche, c'est pas une tâche dans le sens du CECRL, mais on fait une évaluation sommative qui est basée sur un barème qui a été mis en place par l'évaluateur lui-même. Le contrôle lui-même, le contenu a été mis en place et conçu par l'évaluateur lui-même, et c'est l'évaluateur lui-même qui va évaluer le contrôle en question. Bon. Donc, il y a l'évaluer, l'élève ou l'apprenant n'a pas son mot à dire. Il faut qu'il se cantonne et qu'il se respecte les consignes extrêmement précises qui ont été données. Une fois que la correction a été faite et que la note a été actée, on ne peut pas revenir dessus. C'est le principe de l'évaluation sommative. On ne peut pas revenir dessus. Bon. Par contre, l'évaluation formative, c'est différent. Dans une évaluation formative, et c'est là que le CECRL et l'approche actionnelle est très différente de l'approche, je dirais, plus sommative, c'est que on va proposer aux élèves quelque chose qui n'a pas été prévu par l'évaluateur. L'évaluateur ne sait pas ce que l'élève va dire. Quand il présente un t-shirt, l'élève présente quelque chose qu'il a fait lui-même personnellement, avec ses mots, avec sa personnalité, avec ses opinions, avec sa sensibilité. Notre rôle, en tant qu'évaluateur en langue, n'est pas d'évaluer l'opinion ou la sensibilité de l'élève, ou la personnalité de l'élève. C'est pas ça la question. La question c'est, est-ce que l'élève est capable de produire quelque chose qui est intelligible, qu'il a fait et qui est précisément personnel. C'est ça qu'on va évaluer. Et on va toujours partir du principe que c'est de l'expérimentation et qu'on apprend uniquement dans le cadre de l'expérimentation. L'expérimentation, ça veut dire qu'on fait des erreurs, on fait des choses qu'on peut toujours améliorer. Il n'y a pas qu'une seule expérimentation. L'expérimentation, c'est jamais qu'une seule étape, c'est toujours plusieurs étapes. Et donc, on peut très bien envisager de la remédiation, ça existe, hein, c'est une forme d'évaluation, la remédiation, où on propose aux élèves de refaire l'expérience, précisément. Là, on ne parle plus de contrôle ou d'évaluation sommative, on parle d'expérimentation, on parle d'évaluation formative sur le long terme ou sur le moyen terme, où l'élève va être capable, en tout cas va avoir la possibilité de refaire son travail afin d'améliorer et donc de progresser. Et donc là, du coup, on se débarrasse un petit peu de cette notion de contrainte et de punition qui est souvent caractéristique à l'évaluation. Voilà. Donc l'évaluation n'est pas nécessairement quelque chose de punitif. Et d'ailleurs, il faut vraiment se poser la question, et surtout, il faut bien le dire, dans notre pays, en France, où on est très attaché à cette notion de contrainte, est-ce que il faut se poser cette question en tant que pédagogue, en tant qu'enseignant, en tant qu'éducateur, est-ce que la contrainte et la punition, enfin la punition, en tout cas la contrainte, va favoriser la motivation de l'élève à progresser? Et ça, c'est la question qu'il faut se poser, nous, en France en particulier. Bon. Dans d'autres pays, on n'est pas dans la même logique, dans la même culture. Voilà. Donc, juste, voilà, une vision, une interprétation un peu du CECRL, des bases fondamentales du CECRL qui sont avant tout politiques, puisque ce qu'on veut, c'est la construction européenne, avec ce que cela implique, c'est-à-dire le respect entre les peuples,
la communication entre les peuples, la défense de valeurs fondamentales qui sont la paix, la solidarité, la démocratie, la liberté. Le CECRL s'inscrit là-dedans dans le premier chapitre, il consacre tout un chapitre là-dessus. La lutte contre la xénophobie. Et ça, ce sont des valeurs fondamentales que nous, en tant qu'enseignants de langue, nous devons être conscients de mettre en œuvre tous les jours dans notre salle de classe. Tous les jours dans notre salle de classe, quand on fait des langues, eh ben on a une certaine position politique par rapport aux valeurs qui sont les nôtres, aux valeurs de la démocratie et de la République. Bon. Donc ça, le CECRL s'inscrit là-dedans. Mais le CECRL s'inscrit aussi dans une clarification, je dirais, de l'état de la recherche et de l'avancement, si vous voulez, des connaissances en termes de didactique des langues et de pédagogie, et qui sont considérables. Et aujourd'hui, on ne peut pas faire l'impasse sur le contexte social, comme c'était dans le temps. Avant le CECRL, le contexte social était inexistant. En tout cas, quand moi j'étais en classe, c'était comme ça. Il n'y avait pas de contexte social, il n'y avait que de la langue. Aujourd'hui, c'est l'inverse, c'est-à-dire que on ne peut pas envisager d'aborder l'enseignement des langues en dehors d'un contexte social. On part du contexte social et de l'authenticité pour finalement mettre en place une forme d'immersion dans la salle de classe. Voilà. Donc, n'hésitez pas à mettre à me laisser des commentaires gentils, hein, on va éviter de se fâcher. Et merci à vous de m'avoir écouté et à très bientôt. Au revoir.